Salut à tous, comme chaque semaine, on vous propose le récap de toutes les matinales du lundi au vendredi avec une semaine un petit peu spéciale, puisque vendredi, il n'y avait pas de match, c'était Thanksgiving. Absolument, et on s'est bien marré. Donc allez jusqu'au bout de cette vidéo. Le dernier jour était un peu spécial, on s'est bien marré, non? Peut-être pas, Ouais. non, franchement, Si, on s'est bien marré, on a fait un petit peu le tour. On a découpé la dinde à la tronçonneuse, on vous en dit pas plus, mais on a fait un petit peu le tour des Français en NBA sur ce début de saison. Il y avait beaucoup de choses à dire. Absolument. Allez, c'est parti pour le récap de la semaine. Salut à tous, on est le lundi 21, nouvelle semaine de NBA, avec moi toujours mon gars. Ouais, ça va les gars? Qu'est-ce matin de se lever, hein. Ouais, c'est dur, mais c'est pas grave. Un peu de peps et ça va bien se passer. Allez, on redémarre donc la semaine avec le breakfast. Forcément, cet après-midi, il y aura le First Talk. Ouais. Cette nuit, il y avait 6 matchs. Il s'est passé beaucoup de choses, hein, vous allez voir. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Et oui, on commence comme tout bon lundi avec un bon gros week-end, avec une bonne gueule de bois. Et cette gueule de bois, c'est les Raptors qui l'ont ce matin en se réveillant. Après s'être fait cueillir chez les Kings, à une fin de match un petit peu houleuse, Thomas, avec sur ce dernier tir notamment de Terence Ross, qui pensait avoir décroché la prolongation. Il n'en fut rien. Ouais, donc petit contexte, 99-102 pour les Kings à domicile, après un gros match de Rudy Gay et de Marcus Cousins notamment. Et donc remise en jeu, il reste 2 secondes 4. Et là, notre ami Terence Ross sort d'un écran. Marcus Cousins effleure la balle, ce qui est censé déclencher le chrono. Qui ne part pas tout de suite. Il y a un temps de latence de peut-être 2-3 dixièmes, allez 5 dixièmes paraît-il, d'après les humains, difficile à sonder comme ça. Et puis là, Terence Ross sort quand même un T-jeu incroyable de 12 mètres. Voilà, tout le monde est content. Et puis derrière, review des arbitres. Et alors là, grande question, est-ce que le panier est censé être validé? C'est impossible à dire. Franchement, c'est impossible. Alors c'est impossible. En tout cas, Dwayne Casey, lui, en conférence de fin, en post-game, était très remonté, comme souvent d'ailleurs. Il a dit qu'en 30 ans de coaching, il n'avait jamais vu ça. Après, de toute façon, tant qu'on mettra des humains à la table, oui, il y aura toujours ce petit temps de latence. Ceci dit, son équipe, elle n'a pas fait ce qu'il fallait pendant ce match-là. Voilà. DeMar DeRozan a sorti son pire match de la saison. 12 petits points, 3 sur 15 au tir. Il a été complètement dominé par un Rudy Gay omniprésent avec 23,9 rebonds et surtout un Rudy Gay monstrueux dans le dernier quart-temps. Ouais, clairement, Rudy Gay a été très très fort. On l'a vu mettre quelques tomards bien sentis. Il a pesé, il a eu beaucoup d'impact sur ce match. Et puis aussi Kyle Lowry du côté des. Qui a été bon avec 25 points, 8 passes. Valanciunas, ça a été bon aussi. Valanciunas, ça a été bon. Non, franchement, ils font un bon match d'équipe, sauf leur leader offensif qui, comme tu l'as dit, sort son pire match de la saison avec 12 points et 3 sur 15 au tir. Donc, ouais, je sais pas. C'est peut-être la preuve aussi que c'est une bonne équipe parce que si ton leader passe autant à travers et tu joues encore la fin de match, ça peut être un bon signe, c'est une bonne défaite entre guillemets, non? Ouais, parce qu'à Sacramento, ils avaient failli cueillir quand même les équipe, Spurs avant, il y a quelques semaines. Quand ils sont bien lunés. Voilà, quand ils sont bien lunés à domicile, c'est jamais cadeau. Il va falloir qu'ils se remettent très vite les Raptors parce que ce soir, ils sont en plein road trip. Ce soir, ça se passe chez les Clippers. Chez les Clippers, ouais. Donc là, en une semaine, ils auront fait quand même Cleveland, Warriors 2 défaites. Et là, ils enchaînent avec les Clippers, sûrement les 3 meilleures équipes de ce début de saison. Donc on va voir. C'est un peu l'étalon de leur début de saison pour voir quel est leur vrai niveau. Pour l'instant, il n'est pas au niveau des tout meilleurs. Mais en tout cas, à chaque fois, mais là, on va voir face à la meilleure équipe à l'Ouest pour le moment. Ils avaient été courts face à Cleveland, courts face aux Warriors. Gros test face aux Clippers, ce sera un gros match. On pourra le suivre. Tous ensemble. On pourra le suivre tous ensemble, oui, ou pas. Allez, poup, champagne. He knows where he is. Curry hit another three for the record. Good! Pop champagne hier soir. Les Pacers se sont imposés sur le parquet d'OKC avec un incroyable Russell Westbrook. Alors j'ai envie de te lancer sur lui. Encore un triple-double à 31 points, 15 passes, 11 rebonds. Un énorme tir sur la fin. Et ouais, tu penses quoi de son match? Je pense qu'en face, le meneur de Jeff Teague sort son meilleur match en saison. Ouais. Que dans la prolongation, ce même Jeff Teague marque 8 points. Et donne aussi beaucoup de passes décisives. Donc c'est bien beau de faire beaucoup de stats. On sait que c'est un mec qui remplit des cases. Non mais c'est vrai. On sait que c'est un mec qui remplit des cases. Mais il prend 34 tirs hier soir encore. 13 tirs marqués, c'est très peu. C'est énorme. Kanter met 16 points et derrière je crois qu'il n'y a personne qui a plus de 10 points. C'est compliqué. Ils enchaînent une 4e défaite de suite il me semble. Non, c'est pas une défaite, je confonds avec d'autres. En tout cas, ça fait plusieurs fois qu'ils perdent des matchs à domicile. Alors d'un rien, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure des semaines, OKC marche sur le fil. C'est-à-dire que ça peut basculer autant d'un côté, autant que l'autre, mais à la roulette russe comme ça, je sais pas si ça va durer toute la saison. Non, clairement. Il y a un autre mec, Oladipo, qui a mis quelques gros tirs, 14 points hier soir. Donc non, mais c'est vrai que bon, c'est toujours la même question qu'on se pose autour de Casey. Est-ce qu'un seul homme
avec une équipe de soldats vraiment inférieure en termes de talent autour de lui, peut mener cette équipe en play-off. Alors ils ont fait un bon départ, ils ont sur un bon départ de saison. Mais maintenant, avec un calendrier archi favorable. Il faut les prendre les matchs. Moi, au bout d'un moment, je veux bien ils vont pas demander à ce qu'on change le calendrier juste pour faire plaisir. Tu sais, à un moment donné, ils prennent les matchs. Bon là, ils ont perdu. Bon bah ça arrive avec un gros tir de Russell Westbrook. Et en tout cas, s'ils vont en play-off, on parlera de lui pour le MVP. Donc voilà. Vont pas. On en parlera, mais moi j'y suis pas encore. Je vois pour l'instant ils sont dans les 8 à l'Ouest. Un petit mot sur Indiana quand même, qui était privé quand même de Paul George, de CJ Miles. Kevin Serafin était aussi blessé. Et ben ça a step up dur. On a parlé de Jeff Teague, on a aussi parlé de Glenn Robinson, 16 points, qui était pour la première fois titulaire de cette saison. Finalement, il y a une âme dans cette équipe. Pas seulement, t'as des Young 20 points. Des Young 20 points aussi qui ont mené à la Turner qui fait un bon match. Non, ils ont fait globalement un bon match sans leur star. Et c'est ce qu'on attend de temps en temps des lieutenants des stars NBA. Si la star n'est pas là, faut step up. Donc Jeff Teague, Thaddeus Young, Miles Turner, voilà. Ils ont tous fait un bon match et ils vont gagner, bravo à eux. Mais c'est ce qu'on disait en début de saison, il y a un effectif quand même dans cette équipe. Il faut que ça prenne, mais on a du mal à s'imaginer quand même qu'ils pouvaient être autant dans le dur sur ce début de saison. Oui, clairement non, mais après elle fait partie de ces déceptions de début de saison. Bon, écoute, de toute façon la saison va être longue. Donc s'il faut une petite série, on va dire en fait c'est super fort. Ils sont sur 3 victoires en 4 matchs, déjà ça va un petit peu mieux. C'est pas mal. Bon, nous on va passer tout de suite au en bref. En bref, Thomas, les Knicks ont sorti peut-être leur meilleur match de la saison après la victoire à Chicago. En tout cas, à domicile, ils ont sorti leur meilleur match face à Atlanta. Une belle victoire 118-110. Ouais, hier soir, donc c'était le match à 18h du dimanche soir. On a pu le voir sur Bein tous ensemble. Ouais, je crois que c'est leur match le plus abouti, non seulement parce que c'est une belle performance offensive, Melo met 31 points, Porzingis c'est encore bon, mais surtout en défense, je les ai sentis, pour une fois, globalement sur le même niveau. Voilà, il n'y a pas eu de creux. Constant. Constant. C'est-à-dire que d'habitude, on les voit, c'est une équipe très irrégulière, avec un Derrick Rose à la main très irrégulier. Et encore hier, lui, pour le coup, il a été. Mais il n'empêche que sur la performance défensive, c'est vrai que je les ai sentis très constants. Et c'est peut-être une preuve que l'équipe avance. D'ailleurs, c'est notre débat de la journée. On va pas trop en parler des Knicks parce que c'est le débat de First Talk sur les Knicks, autour notamment de Phil Jackson et de ses choix. On vous en dit pas plus. Vous verrez ça plus tard dans la journée. Ouais, on enchaîne. Notre équipe de New York, c'est un peu compliqué. Ouais, ils ont pris une petite tôle, nos amis des Nets là. Ils ont tenu une mi-temps et puis derrière les Blazers ont fait un gros match, notamment CJ McCollum, 33 points. Ils ont pas eu les armes, et ça risque d'être un petit peu souvent le cas cette saison, notamment sur le poste de meneur, poste 2. Le Jeremy était absent. Shaquille Patrick et derrière et Whitehead, et derrière c'est quand même très faiblard. Même si Brook Lopez fait des choses et si Trevor Booker se bat, ça manque quand même terriblement de talent dans cette équipe. On a quand même perdu 100 balles dans cette affaire. On enchaîne avec Denver-Utah, une belle victoire de Denver à domicile face à un Utah avec un Gobert à 6 points, 7 rebonds, un Gordon Hayward à 25 pions. Quatrième défaite pour le Jazz. Mais des blessés. Après, il n'y a pas de George Hill, il n'y a pas d'Eric Favors. Ça commence à faire beaucoup pour cette équipe d'Utah, qui est quand même un manque de talent, même si Joey Johnson est arrivé, Boris Dio est aussi blessé. Il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe et 4 défaites de suite, c'est moche. Bah ouais, va falloir se remettre à gagner rapidement. Ouais. Eux, par contre, ils se sont remis à gagner. Ils s'étaient fait choper chez les Clippers de peu. Ouais. Cette fois-ci, ils ont pris leur revanche face aux Lakers. Ouais, les rouges contre les jaunes. Une belle victoire de Chicago avec Mirotic à 15-15 en poste 3. Improbable. 15 points, il peut les mettre, mais 15 rebonds, c'est assez rare pour être souligné. Il y a un Jimmy Butler monstrueux à 40 pions. Ouais, d'ailleurs, il nous a inspiré la question du jour. Est-ce que on vous pose cette question, Erwan, tu vas peut-être y répondre un peu. Quelle est la hiérarchie des arrières? Quelle est la place de Jimmy Butler? On a décidé de le mettre arrière. Je sais que d'habitude, il y a D-Wade qui joue 2 dans l'équipe. Lui, c'est poste 3 cette saison, mais on a envie de le mettre arrière parce qu'on a envie de faire un kiff. Il est souvent envoyé au feu aussi pour défendre sur des postes 3. Bah là, dans le 5 majeur, il est poste 3, clairement, voilà, avec D-Wade. Ce qui est énorme avec Jimmy Butler, c'est sa faculté à être bon en attaque, d'être capable de mettre des cartons. On se souvient l'année dernière à Toronto aussi, quand il était allé gagner, il avait fait un match monumental, mais surtout il met une énorme pression défensive. C'est un mec qui est des deux côtés du terrain, un peu comme les Kawhi Leonard. Donc cette question elle est super intéressante. Pour vous, dans cette hiérarchie, où se trouve Jimmy Butler? Répondez-nous sur la page Facebook. Clairement. N'hésitez pas, c'est toujours sympa de débattre avec vous. Côté des Lakers, vite fait, on a vu un Lou Williams avec un tir au buzzer de la mi-temps, 25 pions. Encore une bonne petite équipe, mais là on a senti qu'ils étaient un peu tendres face à Chicago qui avait vraiment la dalle après leur défaite, tu l'as dit, il y a quelques jours. Donc voilà, on a fait le tour de tous les matchs là. Hein. Ça allait super vite, c'est cool. C'est ça qu'on veut, non? Là, c'est cool, on est content. On revient dès demain matin déjà. Salut les gars, bonne journée. Avant de partir, Erwan, abonnez-vous. On est presque 10 000 sur la page Facebook, on est très contents, donc continuez à vous abonner. Tous les jours, on arrive avec le Breakfast, et puis tout à l'heure, on l'a dit, il y a First Talk, et on se retrouve sur YouTube, tout simplement, sur la chaîne YouTube, avec tous les gars. Salut.
Salut l'équipe, on est le mardi 22 novembre, c'est le Break First avec Steph. Salut Erwan. Il y avait 9 matchs cette nuit et au miracle, grand miracle, Dallas a mis plus de 65 points dans un match NBA. C'est rassuré Steph? Ouais, rassuré. J'ai même pas regardé le score ce matin. Vous avez vu l'équipe qu'ils ont mis, c'est cata. Hey, salut Yosh. Comment ça va, ma man? Hey, salut Steph. Oh, toi, tu parles, gros. T'as taillé avec nous ce soir. T'as taillé. Bon, il a fait de beaux rêves, Yoshi? Je pense, oui. Ouais, il y en a d'autres aussi qui ont fait des beaux rêves. Did you call bank? I call game. Game. Hey. Hier soir, le Miami Heat se déplaçait chez les Sixers de Philadelphie. On a cité un gros match de pivot. D'un côté, Hassan Whiteside, 32 points, meilleur score en carrière. 13 rebonds. 13 rebonds. On rappelle que Hassan Whiteside est le meilleur rebondeur de la ligue avec plus de 16 prises par match. Ouais, c'est assez incroyable. Et en face, Joel Embiid, 25 et Jahlil Okafor qui remet un petit peu le nez à la fenêtre. C'était un match plutôt agréable à voir. Oui, un match agréable avec deux futurs pivots dominants en NBA. Joel Embiid encore limité par les minutes, 23 seulement, il fait un petit 22 et 5. À noter le bel apport de Gerald Anderson, 19 points, c'est pas négligeable de temps en temps. Et puis Ersan Ilyasova, je pense que c'est un très très bon renfort, le transfert d'Orlando. Il est bon, il fait double-double encore. C'est 4e victoire de la saison pour les Sixers, 4e victoire à domicile. Par contre, ils sont sur une série consécutive de 21 défaites consécutives à l'extérieur. Donc Philly, s'ils veulent remonter un petit peu au classement. En plus de gagner à domicile, il va falloir essayer de prendre un petit match de temps en temps on the road. Pour l'instant, c'est déjà bien qu'à cette époque-là de l'année, ils aient déjà gagné 4 matchs. Oui. Est-ce que c'est... Alors, on va parler un petit peu de Miami. Whiteside fait des stats monstrueuses. Perd à Philly. Est-ce que c'est un peu inquiétant pour le Heat? On sait que c'est une équipe en reconstruction. Autour de Whiteside, il manque vraiment un vrai go-to-guy, même si Dion Waiters fait des stats. C'est une équipe vraiment, pour l'instant, qui ne peut pas espérer plus que ça dans la conférence Est. Non, ça manque clairement de talent. Goran Dragic qui a été... Dramatic. Qui a été promu leader un petit peu de cette équipe avec le départ de D-Wade. Je pense que le départ de D-Wade fait très très mal à cette franchise. Pat Riley doit regretter de ne pas lui avoir fait une offre ou tout fait pour le conserver cet été. Hassan Whiteside fait des stats. Après, moi j'aime bien dire, faire des stats dans une équipe qui ne gagne pas, c'est pas super intéressant. Il y en a un autre, c'est Anthony Davis. Après, c'est pas de leur faute, hein. Ils sont mal entourés. Mais Miami, petite saison. Je les vois faire petite saison. On va en profiter pour poser la question du jour. Joel Embiid, on a dit 22 points hier, 5 rebonds. Il est encore limité en minutes jusqu'à Noël. Et nous, la question qu'on a envie de se poser, c'est imaginons, qu'est-ce que vous pensez de Joel Embiid une fois qu'il sera plus limité en minutes? Quel genre de stats il va pouvoir offrir en moyenne? Ouais, vos projections statistiques, hein, sachant sur Joel Embiid, quand il pourra jouer 35-40 minutes. Ouais, ce sera pas Embiid, hein. Ouais, c'est vraiment les blagues open bar là, les open bar. Open bar, les amis, c'était la fête pour Bradley Beal, le joueur des Wizards, record en carrière. 42 puntos. Dédicace à la Loire. La Loire, 42 puntos. Stéphanois, 42 points. Très bon pourcentage, 14 sur 22 shoots, 5 sur 10 à 3 points. Bradley Beal, c'est 76 points sur les 2 derniers matchs. Hein. Il met 34 il y a 2 jours dans une défaite. Scott Brooks apprend un peu à découvrir Bradley Beal, Erwan. Ouais, bah, s'il ne le connaissait pas, c'est un peu inquiétant non, quand même, quand apprendre à le faire jouer. À le faire jouer. On sait que c'est un fort scoreur, un des meilleurs quand il est en forme, un des meilleurs deuxième arrière de la ligue, qui a pris un gros contrat, qui doit l'assumer. C'est bien pour lui de mettre des points, c'est bien pour Washington. Seulement 4e victoire de la saison, c'est comme les Sixers. Là aussi, 4e victoire à domicile. Ouais, là aussi, 4e victoire à domicile. C'était un vrai match d'arrière. En face, il y a eu un vrai duel avec Devin Booker qui lui a mis 30 pions. En face, Bledsoe 29. Et Wall lui a fait un 18 et 15 bien propre. 6 sur 24 au shoot pour notre ami John Wall, mais qui met 2 paniers ultra importants en fin de match. On sait que John Wall, il peut faire des matchs où il passe un peu au travers au niveau de l'adresse, mais on sait que derrière, il va garder son impact dans le match avec sa qualité de passe et chaque fois avec son agressivité sur les défenses adverses. Et Phoenix, ça met des points, mais ça gagne pas beaucoup. Hein. Il manque un vrai stopper. On sait qu'il y a PJ Tucker, mais bon, hier, quand on voit que Bradley Beal met 42, on a l'impression que c'était plus PJ Tucker que PJ Tucker. Markieff Morris, je voulais en parler un petit peu. Il est un peu à la ramasse sur ce début de saison. Il prend beaucoup de tirs. Hier, il met 5 points. Il est un petit peu rincé, notre ami. Ouais, je pense que tu sais, il y a les jumeaux ont ces problèmes-là quand ils sont séparés. Ils ont un mal-être. Ouais, bon, c'est ce qu'il disait. Mais l'autre est quand même un peu plus inspiré à Détroit.
Non, mais pareil, je pense que Washington, c'est un petit peu le même problème qu'à Miami. C'est une équipe qui a quand même 2 ans qui était en play-off. C'est bien qu'ils gagnent, mais une fois de plus, la reconstruction autour avec Scotty Brooks risque d'être un petit peu compliqué. Enfin, bref, il y a plein de choses à dire, comme la séquence en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the 3! Indiana, on les avait quittés sur un petit exploit à OKC après une victoire après prolongation et un énorme Jeff Teague. Le soufflet est très vite retombé hier. Hein. Ouais, back-to-back, clairement fatigué, les Pacers, toujours Paul George absent. Compliqué, hein. Ils ont pris un bouillon face aux Warriors, 120-83. Derrière un trio Thompson, Curry, Durant, plutôt très bon. En face, Jeff Teague, après ses 30 puntos, il est retombé dans ses standards de début de saison. 11. C'est Rodney Stuckey en sortie de banque, il met 21. Mais Indiana, je crois qu'ils avaient laissé trop de gomme à OKC. Je pense que la victoire OKC leur a fait du bien. Ils savaient qu'ils pouvaient faire l'impasse sur ce match face aux Warriors qui est en pleine bourre et qui enchaîne une 8e victoire d'affilée. C'est pas là qu'on va les juger, les Pacers. On était plutôt soulagés de les voir aller s'imposer au OKC avec des vraies valeurs morales et d'équipe. Donc voilà, un match à oublier pour les Pacers. Les Grizzlies, moi je voudrais t'en parler un petit peu. C'est une équipe qui marche plutôt bien, une fois de plus dans l'ombre et qui va faire la belle perf d'aller gagner à Charlotte. Ouais, belle performance, hein. Charlotte, les Hornets qui restait sur un très très bon début de saison. Mike Conley, 31 points, gros match. Tranquillement. Et notre ami Marco Gasol, 13, 8 et 9. Il est de Carcassonne, Marc Gasol, j'avais oublié. Notre ami Marco Gasol, 13, 8 et 9. Tranquille. En face, petit Nico Batum, 8 points, 4 rebonds, 5 passives. Et Kemba Walker, 17. Et notre ami Frank Kaminsky, 23 points aux sorties de banc. Il est là, mais c'est un bon Il est là, joueur, hein. vas-y Francky. Peut-être un MIP, on peut peut-être en parler pour quand même MIP. Ouais. Il sera dans la course. Il sera dans on la peut course. l'imaginer dans la course. James Harden, lui, continue à faire des misères. Belle victoire à Détroit. On sait que c'était jamais facile d'aller gagner là-bas. Avant cette rencontre, Détroit était à 5 victoires pour seulement une défaite. On sait qu'à domicile, ils aiment se rassurer. Et là, mais face au Barbudo, c'est trop compliqué. Hein. Ouais, Barbudo dans ses standards, 28 points, 8 rebonds, 11 passes décisives. Petit fait pour El Barbudo, il loupe 5 lancers francs dans le money time, Erwan, et ça permet aux Rockets de se faire très peur. Il finit par un petit 4 sur 9 et il déclare en fin de match je préfère en sourire, c'est des choses qui arrivent des soirs comme ça où vous ne sentez pas le ballon. Pourtant, lui, il le touche le ballon. Ouais. Il devrait le sentir. Hein. Justement, James Harden a raté un triple-double. Lui en a fait un, c'est Giannis Antetokounmpo. Il fallait bien ça pour une victoire petite, mais importante victoire face au Magic, avec 2 équipes en grande difficulté. Ouais, même si j'ai un peu plus d'espoir, je les sens mieux les Bucks que les Magic. Le Greek Freak, son premier triple-double de la saison, 21, 10 et 10. Le Greek Freak. Pardon, j'ai pas compris. T'as faim, à 7h du mat, le mec veut manger un kebab. Bonne sauce blanche. Jabari Parker, 22 points. En face, Evan Fournier, toujours dans ses standards de scoring, mais sans victoire, 18 points. Mais le Magic est surtout dans ses standards de tragique. Hein. Ouais. C'est une équipe qui se marche vraiment sur la tête. On va parler un petit peu des Celtics, le retour de Al Horford. 2 victoires, 2 matchs, 2 victoires. Il met encore 20 points hier. C'est bien de le voir revenir dans cette équipe-là. Et ils se remettent à gagner des matchs un peu les Celtics. Ouais, la relation 1-5 est énorme du côté des Celtics. 29 points pour Isaiah Thomas. En face, Karl Anthony Towns, 27 et 18. Et Georgie Dieng, 20 et 10. Ça suffit pas. Allez, tes petits Mavs, ça va un petit peu mieux. On l'a dit. Allez, défaite de 5 points chez les Spurs. On ne peut pas espérer grand-chose de cette équipe tant qu'il y aura autant de blessés. Hein. Ouais, et puis quand vous démarrez le match avec Finney Smith et Salah Mejri, c'est sympa. A noter Tony Parker et Lamarcus Aldridge mis au repos par Greg Popovich parce que aucune inquiétude face à l'équipe Z. Et on termine avec ce qui était l'affiche de la soirée, les Raptors qui restaient sur une défaite très limite à Sacramento, un peu frustré et qui une fois de plus se casse les dents face à un gros de la ligue. Les Raptors, ça joue pas mal, c'est une belle effectif, mais ça n'arrive pas à faire tomber les gros. Nouvelle défaite chez les Clippers, 115-123. Ouais, et là tu vas encore nous dire c'est une belle défaite parce que ça fait quand même beaucoup de belles défaites pour les Raptors. J'insiste sur le fait que ils ont joué 4 gros, ils perdent à chaque fois de peu. À domicile, à l'extérieur, ils n'arrivent pas à les cueillir. Malgré Laurie à 27, DeRozan à 25, en face, Gigi Reddick est on fire, 20 points. Et à noter le ménage de Luc Mbamute, 10 points. Pour Luc Mbamute, c'est énorme. Voilà, on a fait le tour de la soirée. On se retrouve déjà demain matin. Déjà demain matin. Bonne journée les amis. Allez, ciao ciao. Bienvenue dans le breakfast du 23 novembre 2016. Je suis avec Steph. Ça va, Stéphane Brun? Stéphane Brun, le mec me lâche. Stéphane Brun. Tu dis pas bonjour à Yoshi aujourd'hui? Non, je lui parle plus. Là. Hier, j'ai passé une nuit à jouer à Mario Kart. Je l'ai pris. Il n'avait pas gagné une course. Oh. Bon, on passe tout de suite au Pop Champagne.
Pop Champagne hier soir pour les Pelicans qui enchaînent une 3e victoire d'affilée. Qu'est-ce que tu as vu hier dans ce match face aux Hawks, monsieur Steve? J'ai vu une énorme entame de match. Il y avait 34-14 après le premier quart-temps. 48-18 aussi. 48-18. Incroyable. Les Hawks qui n'ont pas du tout rentré correctement dans le match. Et les Pelicans, 3e victoire consécutive pour eux. Le retour de Jrue Holiday gagnant. C'est un peu l'impression que c'était l'âme de cette équipe, Jrue Holiday. Un Tim Frazier, 21 points, 14 passes. Incroyable. Poste de meneur hyper performant hier soir. Ah oui, quand vous avez une doublette Jrue Holiday, Tim Frazier. Anthony Davis qui joue très peu, 19 minutes, il se blesse, il saute dans le 4e rang, il se fait mal au genou. L'avantage de la NBA, c'est que vous avez une radiographie dans le vestiaire, on passe la radio. Il peut jouer le 4e quart-temps. Et attends, ce qui est incroyable, c'est que Terrence Jones prend sa place, 21 points. Tu vois, genre tout va bien à New Orleans en ce moment. Non, c'est vraiment cool. On est content pour eux. En plus, c'est une équipe qu'on a beaucoup décriée. On disait qu'il y avait absolument personne. Oui, juste le retour de Jrue Holiday, ça me paraît quand même. Mais ouais, mais à ce point-là, ça me paraît fou. Après, c'est un fort joueur, Jrue Holiday, mais de là à être capable de changer le visage d'une franchise qui était moribonde depuis le début de saison. Mais ça, ce serait pas un petit peu inquiétant pour nos amis des Hawks alors d'abord, juste vite fait, avant qu'on passe aux Hawks, il y a un petit point calendrier. Cette semaine, nos amis de New Orleans jouent contre Minnesota, Portland et Dallas. Donc, il y a moyen de faire 2 sur 3 et d'avoir un bilan. 2 sur 3, parce que je pense qu'ils vont perdre contre Dallas. Ouais. Donc, il y a moyen d'avoir un bilan équilibré. Donc, on parlait d'Atlanta. Ouais, Atlanta qui était parti très fort en ce début de saison et puis qui carbure un peu moins ces derniers temps avec un duo Dwight Howard Paul Millsap qu'on a déjà vu meilleur cette saison, un peu compliqué pour les Hawks. 3e défaite consécutive pour les Hawks qui rétrograde un petit peu dans cette conférence Est. Petit Dwight Howard, Schroeder qui sortait de son plus mauvais match il y a 2 jours. Là, il fait 14 points, 4 rebonds, 7 passes. Kyle Korver qui met quelques 13 puntos. C'est vrai que quand le duo Paul Millsap, Dwight Howard est en deçà des stats, tout de suite, le niveau de l'équipe, ça devient une équipe moyenne. Et attention, danger pour les Hawks, parce que là, ils partent en road trip pour 5 matchs consécutifs, à commencer par un match à Indiana. Donc, c'est un peu le duel des déçus de cette dernière semaine entre Indiana et Atlanta, et ça va être intéressant de voir s'ils ont de la force de caractère. Clairement, c'est Hawks qu'on attendait bien dans cette conférence, qui avait vraiment fait un gros début, et puis là c'est vrai que on est déçus, quoi. Moi je suis déçu de voir ces équipes, mais globalement ça marche pour beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui ont très bien débuté la saison et là qui commencent à dropper. Tu rates 3 matchs, t'es au bout du rouleau dans la conférence, tu gagnes 3 matchs, boum, ça va très très vite dans ce NBA, et nous on va enchaîner directement avec le Sweet Dream de la nuit, nos amis les Lakers. Allez, Sweet Dreams. Did you call bank? I call game. Hey. Sweet Dreams, mes amis. Regardez, il a le sourire. Il a le sourire à côté. Forcément, c'est les Lakers. Vainqueur de OKC cette nuit, 111-109. Un match à suspense, Tom. Ouais, je confirme. Je me suis réveillé à la mi-temps. Il devait être environ 5h30 du mat. Tu t'es pas réveillé pour voir le match à la base. Ouais, non, je me suis réveillé tout court. Je sais pas pourquoi. Et non, c'est vrai que cette équipe des Lakers, en fait, elle est hyper plaisante à voir jouer. Il y a un truc qui me marque à chaque fois que je les regarde, c'est que le deuxième 5 est au moins aussi fort que le premier 5. Donc il y a le 5 majeur. Calderon fait un bon match hier avec 12 points. Quand vous gagnez avec Calderon starter, c'est que ça va, a priori. C'est que ça va. Lou Williams a été bon même s'il défend pas. Nick Young nous a sorti un T-jeu avec un beau marché. Tu connais les 4 pas pour prendre en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est le T-jeu pour la gagne, sauf que la passe elle était pas pour lui. Mais oui, c'est une interception. Il coupait par hasard, le mec savait pas où était sur le terrain, il a traversé, il a vu le ballon arriver, il l'a pris, il a fait 4 pas pour se mettre derrière les 3 normal T-jeu, et ensuite il a envoyé du Ice in my vein à la D'Angelo Russell. Non, franchement, il se passe un truc à Los Angeles. Ils ont un bilan de 8-7, ils sont 7e à l'ouest. Donc ça nous a inspiré la question du jour. Est-ce que vous voyez les Lakers en playoff en fin de saison? Steph, un avis là-dessus? Les playoffs, ce serait... c'est un peu tôt, c'est sûr. C'est un peu tôt, parce que cette équipe est super jeune, et la saison est vraiment longue en NBA, et je les vois forcément avoir un coup de moins bien. Mais pour l'instant, ça fonctionne. D'Angelo Russell qui est blessé, qui jouera pas non plus ce soir. Ouais. Personne n'a bien pris relais, 18 points. Et le petit Brandon Ingram qui joue dans le Money Time, il fait 11 points à 4 sur 6. Il joue beaucoup meneur. Match propre. Mon ami Timofey, il est là, 16 points. Je le répète, Timofey Mozgov. Très bon joueur, les amis. Clairement. Et du côté, on va parler de... on va parler de Casey. Alors, juste sur le déroulé du match, les Lakers ont été vraiment plus forts. Ils menaient entre 10 et 14 points au début du 4e. Et énorme réveil de Russell Westbrook qui nous sort encore un match d'un point de vue des stats incroyable.
attends, fais pas cette tête, Steph. Donc 34 points, 13 passes, 8 rebonds et 8 balles perdues dans ce match. Et c'est lui clairement qui les ramène dans le match. Il est à peu près à 15 points. Il met 17 points en 5 minutes pour revenir franchement, c'était incroyable. à 1 point. C'est pour ça qu'on dit que c'est un top 5 player NBA. Malgré tout, la fin de match était un peu cata. Mais ça, c'est pour toi, Steph. Ouais. Tu penses quoi de Russell Westbrook, dis-moi? Je sais pas quoi dire. On peut utiliser tous les qualificatifs pour ce joueur. Au niveau athlétique, c'est incroyable. Au niveau cœur, au niveau mental, c'est hors norme. Mais à un moment donné, à l'intérieur, là, qu'est-ce qui se passe? Surtout sur les fins de match. Sur les fins de match, il est monstrueux pour ramener son équipe. Et par contre, quand il faut mettre les paniers et faire les actions importantes pour gagner, est-ce que c'est différent de ramener son équipe au score et faire gagner son équipe? Elle est là la différence. Et Russell Westbrook, je suis désolé, mais c'est pas ce joueur-là encore. Non, pas encore. C'est vrai, pas encore. Pas encore, mais quand? Parce que c'est pas, il a pas 27 ans. Il a pas 18 ans non plus. Non, c'est clair. Après, ça peut cliquer rapidement. Il a tout ce qu'il faut a priori. Le gros problème, et Erwan lui tape souvent dessus pour ça, c'est que c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Il fait des gros matchs d'un point de vue de stats, mais tu perds derrière. Donc, quelle est l'influence d'un mec qui fait des gros stats, mais qui perd? Là, aujourd'hui, la courbe est clairement descendante pour OKC. 6 défaites sur les 8 derniers matchs. Mais c'est incroyable. Ils étaient à 6-1. Là, aujourd'hui, ils ont un bilan tout juste le même que les Lakers. Et on se pose la question, clairement. Ouais, on va se poser la question très rapidement de est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le rythme pour aller en playoff en fin de saison. Je sais qu'Erwan dit tout le temps qu'ils n'iront pas en playoff. Ils n'iront pas, mais après ils vont se battre forcément pour le dernier spot. Un petit mot de notre Frenchie, Geoffrey Lauvergne, 23 minutes. Money time. Sa place, money time, 12,7 fonctionne pas mal. Et Steven Adams aussi. Le bûcheron, ouais. Steven Adams. Qui met le lait pour passer devant. L'homme des cavernes, 20 points, 6 rebonds, mais ça fonctionne pas. Et c'est pas la première fois cette saison que Russell Westbrook a les ballons à la fin pour faire gagner son équipe et qui fait n'importe quoi. Bon, il s'est passé plein d'autres choses cette nuit. Donc on passe au en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans le en bref, les autres matchs de la nuit, on va commencer par New York qui s'est imposé à domicile face à Portland et la fameuse théorie de Stephen Brun sur les 50 points côté Portland. Stéphane Lebrun. Ouais, ma fameuse théorie. J'ai fait des longues études, maths sup et tout ça pour faire un calcul savant qui revient à dire que si Damian Lillard et CJ McCollum ne cumulent pas au minimum 50 puntos à deux, et les Trailblazers ne gagnent pas un match. Et hier soir, c'est quoi, 38 points, ça suffit pas. Petit match pour une défaite face aux Knicks. Et les Knicks, attention, prenez en photo le classement. Les Knicks, ils sont à 50%, les amis, 50%. Et en playoff. Donc hier, Porzingis a été très fort, encore 31 points. Mais c'est la grande question qu'on se pose, pourquoi il n'a pas plus la balle sur les fins de match? C'est peut-être de la faute de Derrick Rose. D-Rose, sur la fin de match, il avait le choix entre Porzingis qui était chaud bouillant et un money time player qui était mélo. Et lui s'est dit, finalement, c'est pour moi. C'est pour moi le match. Donc le mec a shooté. Bon, il a mis dedans. Voilà, il a mis dedans. Et puis sur déclaration d'après-match, il dit que qu'il a toujours eu l'habitude d'avoir ses ballons à Chicago. Quand il était en high school, quand il était au collège, c'était ces ballons-là. Le gars est meneur de jeu, fait des passes au mec qui est chaud. On passe tout de suite à Denver contre Chicago. Denver qui s'est imposé 110-107 face à Chicago. Une stat incroyable sur la série de victoires de Denver contre Chicago, Steph. La stat incroyable, ça fait 10 ans que les Bulls n'ont pas gagné à Denver, dans le Colorado. Ça doit être les Denver qui est vraiment le chat noir des Bulls. Chéri par Kobe Bryant, on se rappelle. Pourtant, Jimmy Butler monstrueux. On rappelle joueur de la semaine dans la conférence Est. 35 points, 8 rebonds, 5 passes. D-Wade, 9 sur 21. Il a envoyé la sauce. 22 points. Rajon Rondo, pas loin d'un triple-double. 13 points, 11 rebonds, 8 passes. Mais ça n'a pas suffi. Et Jamal Murray, 22 minutes, 24 points, 9 sur 13, qui est en train de d'éclore en ce moment. Sortie de banc. Grosse performance du banc des Nuggets. Wilson Chandler, 16 points. 16 sur 23 au tir. Jamal Murray, 24 points, 6 rebonds. Ils sont dans la course en playoff, nos amis de Denver. Et encore, ils ont perdu des matchs au buzzer. On se rappelle énorme alley-oop de haute altitude de Marc Gasol. Damien Lillard qui met un petit drop shot pour les battre un peu plus tôt dans la saison. Clairement. Mais les Nuggets, c'est une équipe solide et sérieuse. Solide, ouais. On passe aux autres infos de la journée d'hier. Alors d'abord, le maillot du Shaq va être retiré à Miami contre les Lakers au mois de décembre. Donc c'est normal, c'est la suite des choses. Le Shaq va avoir son maillot retiré dans tellement de salles de toute manière. Au moins au Magic, aux Lakers et au Heat, non? Forcément. À Boston, à Cleveland aussi, et à Phoenix. À Phoenix peut-être, ouais. Mais non, mais le pivot le plus dominant de l'histoire de la NBA par sa puissance. Le mec a révolutionné
le poste de pivot, il a fracassé des gens. Et puis sa personnalité aussi, qui fait qu'un joueur hors norme, donc tout à fait mérité. c'est pas son meilleur film, ça. Deuxième petite news, MJ et donc Michael Jordan et Karim Abdul-Jabbar étaient hier à la Maison Blanche pour récupérer la médaille présidentielle de la liberté. Et donc Obama sait faire, il a fait un grand discours. Et tu sais ce qui s'est passé à la fin? Michael Jordan a encore chialé. Il passe sa vie à pleurer après les discours. On va encore voir des trucs sur internet. Michael Jordan passe sa vie à pleurer, mais bon, c'est mignonnet. Et dernier truc, il fallait qu'on finisse là-dessus. Monsieur Stevie Franchise s'est fait arrêter. Tu étais dans la night avec lui et tu l'as vu se faire arrêter? Non, je l'ai pas vu. Toi, par contre, t'étais pas avec lui? Non, pas hier. Stevie Franchise. Bah écoute, ça va pas trop. Si vous allez voir sur internet la tête de Steve Francis, on dirait qu'il a 75 ans. Le mec a des cernes partout. Bon, on en rigole, mais c'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste. Bon, bah voilà, on a fait le tour de cette journée. Merci Steph, c'était cool. Merci Yoshi, qui a l'air de se remettre de son énorme baffe de ce début d'émission. Mais refaites plus jamais ça. Merci en tout cas. C'est la fin de ce breakfast et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube. Salut les amis. Salut à tous, c'est le breakfast du jeudi 24 novembre. Il y avait 13 matchs cette nuit, une énorme nuit NBA. Mais avant ça, je crois que tu avais des excuses à faire, Stephen. Stephen. Entre Stéphane et Stephen, il m'a perdu Thomas. Ouais, je voulais m'excuser auprès de mon pote Yosh. Hier, j'étais un peu violent avec lui. Bah là, il a pansement, fracture du nez. Ouais, merci. Merci. Donc, on peut reprendre le cours normal de l'émission. Donc, on l'a dit, 13 matchs. Et il est déjà tôt, début d'après-midi, parce qu'on a eu des petits soucis ce matin. Début d'après-midi, mais quand même, on sort le champagne. Champagne un petit peu au goût amer, 80 points en une mi-temps pour les Warriors, 81 points pour les Cavaliers en une mi-temps. Alors c'est sympa à voir, mais on a vu une orgie offensive cette nuit. Steph, on va commencer avec les Warriors. Golden State, victoire 149-106. Vengeance, hein. On se rappelle que les Lakers avaient battu les Warriors un peu plus tôt dans la saison. 41 points dans le premier quart-temps, 43 dans le quatrième. Le trio Kevin Durant, Curry, Thompson, au top, hein, Erwan. Très bien, ouais. Ils ont été très forts, mais plus de 22 points chacun. On se souvient que Steph Curry était resté sur un vilain 0 sur 10. Et en fait, les Lakers ont fait quoi? Bonne figure. Un quart-temps à peine, puis après ils ont complètement explosé, sur le repli notamment. Sur le repli, ils ont complètement pris feu. Ils ont été battus sur toutes les premières intentions et le score a gonflé. Mais quand même 147 points encaissés, c'est vilain, même quand on est les Lakers. 149, c'est vilain, même quand on est les Lakers et qu'on se déplace chez l'un des favoris au titre. Ouais, ça fait mal. Record de franchise, on va en parler de ça quand même pour les Warriors. 47 passes décisives sur 53 paniers inscrits, Erwan. Est-ce que ça montre les progrès au niveau de l'attaque, au niveau du passing game, la relation qu'il y a entre les joueurs du côté des Warriors? Alors oui, il y a une envie de se passer la balle, il y a une adresse aussi incroyable. Mais dans ces matchs-là, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions sur des matchs comme ça? J'ai pas l'impression. C'est un peu un All-Star Game. Voilà, c'est ça. On est plus proche d'un All-Star Game que d'un vrai match de compétition. Et c'est en ça que j'ai du mal à tirer des conclusions. Même si oui, effectivement, on se passe la balle, on met dedans. Mais pour moi, c'est pas un vrai match de basket. Après, quand on marque 149 points dans un match. Après, le match est assez propre pour les Warriors. 10 balles perdues seulement, ça reste très correct. Ils ont pas été contestés. Je te dis, les Lakers, ils ont subi très tôt dans le match, sur les premières intentions, ils ont ramassé tout le long. Ils étaient en back-to-back, ils sortaient d'une belle victoire face à OKC. Ils n'étaient pas venus pour jouer le match. Ovation quand même, on va le dire, pour Luke Walton, de retour à Golden State. C'était sympa de la part du public de l'Oracle Arena. On enchaîne avec les Cavaliers. Pareil, orgie de points. 80 points marqués. Victoire 137-125 face aux Portland Trail Blazers. Et puis un Kevin Love, je te donne la main là-dessus, poste 4, hein, ça te parle tout ça. Kevin Love, soft, ouais, ça me parle bien. 34 points pour Kevin Love, en premier quart-temps, 8 sur 10 à 3 points. C'est la deuxième perf de toute l'histoire de l'NBA, après celle, on se rappelle, énorme de Klay Thompson, qui en avait mis 37 dans un quart-temps. Contre Sacramento. Voilà, Kevin Love, donc 34. Il finit avec un petit 40. Je suis un peu déçu quand même. Quand vous êtes à 34 à la fin du premier quart, j'ai envie que vous sortiez un petit 50 ou un petit 60. Après, il met 6 points. Il joue que 31 minutes. À côté, LeBron en mode triple-double. 31, 13 passes, 10 rebonds. Kyrie Irving, 20 points. Channing Frye, 14 puntos en 14 minutes. Oui, pareil, ils ont déroulé, un peu inquiétant encore la défense des Blazers. À noter, Damian Lillard met 40 points. McCollum met 13. Si mes calculs sont bons, ça fait 53 points. Mais malgré les 53 points du duo,
Ça passe pas quand même, chez le champion en titre. Ma théorie prend un petit coup dans l'eau. Après, ma théorie, c'était plus 25 et 25. 40 et 13, CJ McCollum qui passe à côté. À noter le 20 tirs à 3 points inscrits par les Cavs. C'est le record de la franchise, Erwan. Attention, les Cavs en danger vendredi chez eux face aux Mavericks. Bon, en attendant, ils auront le temps de faire de beaux rêves. Did you call bank? I call game. Game. Hey. C'est les Raptors qui ont bien dormi et qui ont fait de jolis rêves cette nuit, Erwan, avec une victoire face aux Rockets de James Harden, 115-102. Une belle victoire enfin à l'extérieur. On sait qu'ils étaient restés courts face à des gros de la ligue. Défaite de 4 points face à Cleveland, défaite de 6 points face aux Warriors, défaite compliquée à Sacramento, un peu houleuse, on en avait parlé, et défaite aussi chez les Clippers. Ils avaient besoin d'une belle victoire à l'extérieur, et c'est le cas avec cette belle victoire à Houston. 102 points inscrits, je crois que c'est là la clé de voûte du succès des Raptors. Mieux défendre, ils ont encaissé beaucoup de moins de points que sur les matchs que je viens de citer, et il n'y a pas de secret. Un gros DeMar DeRozan, 21 points sur ses 24 dans le troisième quart-temps, et une équipe qui tourne autour de Kyle Lowry. Valanciunas a été très bon aussi avec un gros double-double. Voilà, c'est une équipe, quand elle se met à défendre, qu'elle encaisse autour des 100 points à l'extérieur, elle peut aller faire des coups. Elle a quand même un bilan à l'extérieur de 5 victoires pour 3 défaites. Voilà. Du côté des Rockets, James Harden, 29 points, 6 rebonds, 15 passes dans ses standards. 7 sur 13 au tir, il n'a pas été trop gourmand, 12 sur 12. Ça lui arrive par moment, ouais. Patrick Beverly Hills, 10 points, 10 rebonds. C'est la première défaite. Trevor Ariza, j'ai mal au ventre. Trevor Ariza, ça pique. Et petite phrase sympa de Mike D'Antoni, il dit, vous savez, quand vous êtes à moins 15 déjà à la mi-temps et que DeMar DeRozan a mis 3 points, vous pouvez être inquiet pour la suite du match. Il avait vu juste notre ami Mike D'Antoni. Enfin, parmi ça, il y a plein de choses à dire, en bref, notamment. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Philadelphie ne cesse de nous surprendre. Alors c'est une défaite, mais une défaite face à Memphis à domicile en double prolongation. Ils étaient pas loin de réussir encore un gros coup, nos amis des Sixers. Ouais, face à une grosse équipe des Grizzlies qui tourne vraiment bien en ce moment. Le duo Mike Conley et Marc Gasol fait des carnages. Mike Conley pas loin du triple-double, 25, 9 et 9. Et Marc Gasolina, 27 points. 27 points, 4 rebonds, 4 passes. Joel Embiid frustré, on voit, il s'énerve, il essaie de négocier avec le médecin pour jouer la deuxième mi-temps. On sait qu'il est encore limité par les minutes. Jusqu'à Noël. Lui, il a envie de jouer, il a envie d'être là dans cette deuxième prolongation. Et il met un petit kick d'ailleurs sur une chaise d'énervement. Les Spurs, toujours cool à l'extérieur, qui vont s'imposer à Charlotte avec un Nico Batum correct, mais ça ne suffit pas avec derrière Kawhi Leonard à 30 puntos. 30 puntos, les Spurs injouables, 8 victoires consécutives à l'extérieur, voilà, toujours invaincu. Leonard 30 points, Aldridge 23 et 7. Et tout va bien. Tipi national, 11 puntos. Quatrième victoire pour les Pelicans, c'est n'importe quoi, tout va bien chez les Pelicans. Oui, tout va bien depuis le retour de Jrue Holiday. Anthony Davis, énorme match. Anthony Davis, on se rappelle, blessure au genou, il revient, il fait 45 et 10. Il a détruit son collègue de Kentucky. C'était un peu l'affrontement avec Karl Anthony Towns qui fait un petit match du côté de Minnesota. Zach Lavine, je sais pas si vous Lavine, c'est des vidéos. Ouais. Mais Lavine, énorme dunk, vainqueur du concours de dunk. Oui ou non? Cette année, pour moi, je sais même pas s'il va le faire. D'accord. Phoenix qui bat Orlando dans un match de bas de classement, on n'a même pas envie d'en parler, juste on va souligner le bon match d'Evan Fournier qui est tout seul dans une équipe qui se marche sur la tête. Atlanta qui se remet à gagner, qui va gagner à Indiana, on est d'accord? Oui, Atlanta qui gagne à Indiana malgré l'auto de Paul George qui a bien arrosé, 6 sur 22, c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs pour les Pacers et les Hawks ils mettent fin à une petite série de 3 défaites sur un gros Dwight Howard, 23 et 20. Très bien, Boston qui enchaîne bien à Brooklyn, victoire 111-92. Ça va mieux pour les Celtics depuis le retour d'Al Horford, 3ème victoire consécutive, Al Horford 17 et 8, Avery Bradley 22 et Isaiah Thomas 23 points. Tu m'as pas fait un texte Avery Bradley? Je suis un peu déçu. Non, et ton joueur préféré des Brooklyn Nets, Sean Kilpatrick, 23 points. Ah d'accord, il a pas dû faire exprès. Mais t'as compté sur l'échauffement ou pas? Oui. Ah d'accord, c'est pour ça. Miami, Détroit, il y avait un gros duel de pivot et ça a été largement dominé par Dédé Drummond. Victoire des Pistons qui mettent fin à une vilaine série de défaites. Victoire 107-84, il n'y a pas eu de match, vraiment, il n'y a pas eu de duel entre Whiteside et... Whiteside, 6 points, 8 rebonds et Dédé la science, 18 points, 15 rebonds. Voilà, tes potes les Dallas Mavericks mettent plus de 100 points mais ça suffit pas. Ils se font de nouveau démonter à domicile, 124-104, avec malgré le retour de Dirk Nowitzki. Oui, il y avait 68-45 à la mi-temps, dire que limité, il joue que 20 minutes, il fait 10 points, 6 rebonds, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais les Mavericks sont la pire équipe de NBA. Cry me a Reverse, 22 points à 6 sur 7 à 3 points. Mon cœur saigne.
Ouais, donc c'est le meilleur départ de l'histoire pour les Clippers. C'est le pire départ de l'histoire pour les Mavs. Denver-Utah, ça allait très mal à Utah, mais il est de retour. He's back. Non, c'est pas Michael Jordan, c'est George Hill, mais c'est quasiment pareil pour le Jazz. Victoire 108-83. Il fait du bien ce retour du meneur. Hein. Ah, il fait beaucoup de bien, lui qui met 22 points. Et Rudy Gobert aussi se monte. 19 points, 13 rebonds. Et du côté Denver, eh ben, c'est un peu tragique. Vous savez que le 5 majeur, Erwan, je te vous vois. Tu me vois, c'est un peu curieux. Ouais. Non, c'est la deuxième fois. Le 5 majeur des Denver Nuggets, 23 points cumulés. Ça donne envie. Hein. Babac a fait un bon match aussi, 11 points, son meilleur match. Il va en avoir besoin, le Jazz, et on est rassuré presque de voir du bon Babac. La question du jour. Il reste un match, Erwan. Ah, dis-moi, pardon. Ok, ici contre les Kings. Victoire de Sacramento. 116 à 101. Tout va bien au Kessie. Avec un boogie, 35 points, 13 rebonds. Tout va bien au Kessie. Hein. Oui, parfait. Parfait. C'est la crise, hein. C'est la chute libre malgré le 31, 9 et 11 de Russell Westbrook. Il faut qu'on aille vite, Steph. Il y avait 13 matchs ce soir, cette nuit. La question du jour, on voit des gros cartons, des matchs qui ressemblent plus à des All-Star Games que des vrais matchs de compétition. Est-ce que le niveau de la NBA pour vous a baissé cette saison? Répondez-nous sur les réseaux sociaux. On a cette impression un petit peu sur certains matchs que le niveau global de la NBA n'est plus le même que ce qui pouvait être il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Dites-nous si Erwan peut décrocher un 10-day contract dans les jours qui viennent. Ce serait bien, mon gars. Faudra que tu te mangerais toutes les matinales. Hein. Ouais, bah je serais là. Si on peut faire tes résumés de match le matin. Parfait. Demain, émission spéciale, les mecs. Vous allez voir, on va faire un tour de tous les Français de NBA. On va se régaler. Ça sera pour Thanksgiving. Il y aura une grosse dinde et on va bien la découper. On sera avec Thomas aussi. Salut les mecs. Bonne journée. Salut. Ciao. Salut à tous. Je suis avec mes 2 copains Erwan et Steph. C'est Thanksgiving. Et à Thanksgiving, qu'est-ce qu'on mange? De la dinde. De la dinde. Tu nous en laisses un petit peu quand même. Ouais, j'ai la dalle ce matin. Pas de match hier soir, messieurs. Non, et pas de micro non plus. On a que 2 pour 3. Donc avec Steph, on va se passer le micro. Attention, le timing. Rate pas le timing. Pour Thanksgiving, on va faire un petit tour des performances de nos Français en ce début de saison. Donc, on va passer tout de suite au French Kiss. Premier Français, le meilleur marqueur des Français en NBA ces derniers temps, c'est Mr. Evan Fournier. Alors je vous pose la question très simplement, est-ce que Evan Fournier, qui tourne à 17 points aujourd'hui, peut tourner un jour à 20 points de moyenne en NBA ? Ouais, c'est fort possible. Il a tous les tickets shoot à Orlando. C'est le joueur qui prend le plus de tirs dans cette équipe. C'est le joueur qui joue le plus de minutes également. C'est 17 points, 3 rebonds, 2 passes. Avec un petit player efficiency rating, seulement 13, parce qu'il a des pourcentages un peu suspects dans une équipe d'Orlando qui va pas terrible sur ce début de saison. Certainement la seule satisfaction de ce début de saison. Ça fait marrer de vous voir faire ça, c'est trop drôle. Pour l'instant, on évoluera un jour, mais promis. C'est peut-être certainement la seule satisfaction côté Magic qui fait avec un bilan de 6 victoires pour 9 défaites déjà. Ça marche pas, mais en tout cas, lui, ce qui est bien, c'est qu'il fait des stats et qu'il assure son gros contrat. On est très content de le voir à ce niveau-là, Evan Fournier. Ouais, clairement, il progresse. Et puis surtout, c'est dans la mentalité. J'ai l'impression qu'il, c'est vraiment le franchise player de son équipe aujourd'hui. Il prend tous les tirs, il s'en fout un peu. Contrairement à un autre, Nico Batum. Donc lui, on sait que son style de base, c'est de faire des passes, la création pour les autres, blablabla. Vous pensez quoi de son début de saison, messieurs ? 120 millions, hein. Ouais, mais là on va arrêter de juger par rapport à son contrat. Nico Batum, il fait du Nico Batum comme il a fait depuis le début de sa carrière en NBA. 14 points, 6 rebonds, 5 passes, complet. Il remplit les colonnes statistiques. Son équipe fait un début de saison correct. Alors c'est pas pour moi le franchise player de l'équipe, c'est Kemba Walker, clairement. Mais c'est le joueur qui a le plus de minutes dans cette équipe, Nico Batum. On en avait parlé dans une émission, moi Nico Batum, j'aimerais bien que ça soit la vraie deuxième option offensive, même si c'est peut-être le cas dans les têtes, ça se traduit pas tout le temps sur le terrain. On voit des fois des Kill Chris qui prennent des crises, qui prennent des tirs qui ne doivent pas prendre. Alors il y a Kemba Walker qui est établi en scoreur de cette équipe. J'aimerais bien que Nico Batum ait un peu plus de système plus tôt dans les matchs, qu'on attende simplement des fois de lui qu'il finisse la balle ou qu'il soit dans des fins de possession et ça lui mange ses pourcentages. On aimerait plus de lui, mais j'aimerais bien aussi que l'organisation offensive des Hornets soit aussi plus orientée vers ce gros salaire qu'est Nicolas Batum, parce que c'est bien beau de lui dire on veut plus, mais dans ce cas-là, mets des choses aussi pour lui un petit peu plus. Comme en équipe de France, Steph, une réaction à Erwan ? Non, comme en équipe de France ou plus de système pour Nico Batum. Ouais, après Nico Batum, c'est Kemba Walker le meilleur de jeu, c'est Kemba Walker qui fait sa meilleure saison en carrière. Fait sa meilleure saison. Après Nico Batum, je sais pas, ça sera jamais un mec qui mettra 20 points parce qu'il y a du monde dans ses équipes et c'est pas le garçon qui va shooter énormément et c'est pas un gros score, mais par contre quand vous faites 15, 7 et 7, vous êtes quand même un gros joueur NBA. Clairement. Ouais, donnez-lui un peu plus la balle. Voilà, ça ira juste un peu, ça ira beaucoup mieux. Vous allez voir, c'est bien, ça peut être mieux, mais juste donnez-lui la balle et arrêtez de donner des ballons, des tickets tirs à Michael Kidd. Des tickets tirs, des tickets shoot. Allez, vas-y. On passe à Rudy Gobert, donc le pire
pivot du Utah Jazz qui avant-hier soir a fait un match à 19 points, 13 rebonds, son meilleur match de la saison. On en est où au Jazz? Sans lui, on sait que c'est très compliqué, c'est quand même leur rempart défensif. Alors Rudy Gobert cette saison, il est un peu dans les mêmes standards que l'année dernière. L'année dernière, c'était 9 points. Cette année, il a 10,5. Il prend à peine un peu moins de rebonds et il met un petit peu moins de contre. Moi, j'aimerais bien que Rudy Gobert soit un game changer, comme peut l'être Hassan Whiteside, comme peut être DeAndre Jordan par moment, sur des comptes, sur du rebond. Il fait des stats correctes, mais j'aimerais bien vraiment que sur certains matchs, ça soit un vrai game changer. On a vu que quand Georgie n'était pas là, ça ne marchait pas. Il n'a pas réussi à step up, tu vois, à faire un gros match défensif. Et c'est là que j'aimerais bien l'attendre maintenant pour qu'il progresse, qu'il puisse faire gagner des matchs. Pas toutes les soirs, mais ce qui puisse changer la physionomie de certains matchs. Ouais, après c'est compliqué quand on regarde les chiffres. Rudy Gobert, c'est un peu plus de 5 tirs tentés par match seulement. C'est très peu. C'est très peu pour un joueur intérieur comme ça de grande taille. Il est juste en bout de chaîne à finir les fixations, à mettre un dunk, à prendre une petite claquette de rebond offensif. Donc c'est compliqué pour lui d'attendre des chiffres offensifs super élevés. Quand vous prenez que 5 tirs, ces pourcentages restent corrects. Maintenant, il va falloir continuer à progresser. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de jeux au post-up en NBA, sauf les gros pivots. Il y a beaucoup moins de systèmes comme ça à qui on donne le ballon au poste 5 et à qui on regarde. Il y en a très peu. Il y en a de plus en plus de ces derniers temps. Mais après Rudy Gobert, on l'attend vraiment pas là. Surtout qu'à côté, Derrick Favors on l'attend pas là, mais on aimerait bien qu'il en fasse un petit peu quand même des post-up. On l'attend défensivement. Quand je dis game changer, c'est bien sûr défensivement. J'ai cité l'exemple de DeAndre Jordan, de Dédé Drummond aussi qui peut le faire, de Whiteside sur certains matchs, sur du rebond, sur de la présence athlétique dans la raquette. Je veux qu'il puisse changer des matchs. C'est pas encore le cas. Boris Dio, messieurs. Boris Dio, l'année d'Erwan, c'était tes amis, ça les 1982. Me regarde pas comme ça, Steph. C'est les amis. Tony Parker et Boris Dio sont les amis d'Erwan, tranquille. Ouais, oui. Donc il revient de blessure, son meilleur match, 11 points, 3 rebonds, 3 passes au dernier match. On pense quoi de Boris Dio en ce début de saison qui a l'air de boire plus de café que de jouer? Ouais, il a été blessé là, il revient un petit peu de blessure, c'est fébrile, hein. C'est fragile, Babac, c'est 20 minutes, 3 points, 2 rebonds, et ce qui me choque le plus, c'est son nombre de passes décisives. On sait que les années précédentes, il avait toujours le ballon dans les mains, il trouvait les bonnes passes, il a une passe décisive de moyenne, 32% au tir, 20% à 3 points. Je sais pas si c'est les montagnes de Salt Lake City qui l'empêchent de bien respirer. Surtout qu'il avait installé avec des pourcentages aussi dégueulasses. Son nouveau surnom, c'est Boris François Copé Joe. Blague politique ce matin pour Erwan. Oui, un petit peu, on est touche à tout, Ouais, je vois ça. Surtout qu'il l'avait installé dans le 5 en se disant il va faciliter l'attaque et en fait il facilite pas grand chose aujourd'hui en tout cas. Moi je l'avais trouvé très en forme cet été avec l'équipe de France, en prépa et même au jeu, plutôt in shape. Et là je suis un peu surpris, il a été blessé mais il a du mal à s'adapter pour l'instant à sa nouvelle équipe. On passe à Tony Parker, messieurs, qui lui aussi est blessé. Il y a beaucoup de blessés parmi nos Français en ce début de saison, qui revient, qui est beaucoup plus gestionnaire qu'avant. 7 victoires de suite depuis son retour. Exactement, donc tout va bien en fait pour Tony Parker. Tout va bien, il retrouvera certainement jamais son niveau All-Star, on va pas lui en vouloir à 34 ans. En tout cas, c'est le rouage essentiel, un vrai vétéran, meneur. C'est le relais de Greg Popovich sur le terrain. Et quand il est là, ça change tout. Justesse, expérience. Moi, je trouve que la saison de Tony Parker est très, très cohérente. Positive en tout cas. Super positive. Les Spurs qui ont 3 défaites, et dont 2 quand Tony était blessé. Il faut savoir qu'avec Tony sur le terrain, c'est plus de passes décisives, c'est plus de points. Popovich a dit lui qu'il est énorme, il est primordial sur le terrain. C'est lui quand l'équipe tourne pas en rond sur 2-3 attaques, il est là pour remettre les joueurs en place, pour bien cadrer les joueurs, pour donner le ballon, pour faire briller Aldridge, pour faire briller Gasol, pour faire briller Leonard. Un vrai meneur de jeu pour le coup. Un vrai meneur de jeu, et il est essentiel dans ce début de saison des Spurs. Et pour moi, il faut arrêter d'attendre Tony Parker 15-16 points comme l'a dit. C'est fini ça, parce qu'il y a des joueurs énormes autour de lui, mais il est essentiel dans la réussite des Spurs. Un bon Tony Parker en ce début de saison. Donc Geoffrey Lauvergne, messieurs, à OKC, qui joue de plus en plus. Erwan, tu fais un clin d'œil, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais bon, je prends pas le micro. Et Yoshi, il a pas un truc à dire d'ailleurs? Non, Geoffrey Lauvergne, donc à OKC, qui joue de plus en plus depuis le départ de Ilyasova vers Philadelphie. On l'a même vu finir des matchs ces derniers temps sur un poste 4-5. Il met ses tirs en cote dans le short corner et à 3 points. Donc plutôt pas mal, monsieur Lauvergne. Ouais, frustré en ce début de saison. Tu l'as eu à la radio? Je l'ai eu à la radio. On sentait qu'il quelque chose allait se passer, qu'il pouvait pas trop parler. Il était sûrement au courant que c'était la veille du transfert. Le trade d'Ilyasova, donc maintenant plus de minutes, a des responsabilités. Il se permet de prendre des tirs. Il est correct. 14 minutes, 40% à 3 points, dans une équipe qui a très très bien commencé
est là, qui est en chute libre. Total. Erwan va Ouh là là, vous faire Erwan, un plaisir. oh là là, vas-y, J'arrive, Erwan. vous inquiétez pas. Très bien, Evan Fournier, très bien Geoffrey Lauvergne, dans toujours pareil, dans l'intensité, dans l'envie, en sortie de banc, il apporte des choses. Il finit des matchs. Tu as complètement raison de le souligner. Par contre, il touche pas assez la boule. Mais c'est à l'image de toute son équipe du Thunder où Russell Westbrook en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais pour l'instant, ils commencent à perdre des matchs. Ça va commencer à sentir un peu le gaz dans les vestiaires. Est-ce qu'ils vont se réinventer? Ça va être très intéressant à voir. En tout cas, Geoffrey Lauvergne a gagné sa place dans la rotation sur un poste où il y avait quand même beaucoup de concurrence. Donc bravo à lui. Clairement. On enchaîne avec Alexis Injassa qui, dans son équipe des Pelicans, a du mal à jouer. Il enchaîne les DNP, n'est-ce pas? Donc Steph, on en pense quoi? Pas laisser 9 DNP depuis le début de saison. Ouais, Alexis, il a été touché aussi par les blessures. Il joue pas beaucoup dans une équipe qui a été tragique sur le début de saison. Là, ça va beaucoup mieux. 4 victoires de suite pour les Pelicans depuis le retour de Jrue Holiday. Il est barré par le mutant Anthony Davis. Après, c'est Omer Asik qui joue beaucoup plus, alors que oui, Terrence Jones qui est performant, il fait des stats, il fait des chiffres. Terrence Jones, Alexis Injassa, c'est un peu une énigme pour moi. Garçon de 2m16, capable de mettre du tir extérieur, a des qualités. Après, un peu fin pour s'imposer dans la raquette, mais c'est quand même un joueur de basket. Et les Pelicans sont investis dessus, ont mis de l'argent dessus, et je comprends pas pourquoi ils le mettent pas sur le terrain. Clairement. Erwan, petite réaction. C'est comme si nous, avec le blé qu'on te file, on te faisait pas faire les matinales, tu vois, c'est un peu incroyable, on comprend pas le management autour d'Alexis Injassa. On enchaîne alors avec Kevin Serafin aux Pacers, Erwan. Il prend les minutes qu'on lui donne, c'est pas trop mal, c'est une équipe qui se cherche encore. Il est encore dans le bon timing pour s'installer parce que les Pacers ne sont pas encore trouvés. Puis Jefferson ne fait pas le taf. Ouais, fait pas le taf, mais j'ai pas l'impression non plus que Nate McMillan compte énormément sur lui. Il a frôlé triple-double face au double-double. Ouais, dans un garbage time, dans un match dramatique. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse même si c'est dramatique dans un garbage time, il faut qu'il le fasse, il le fait au moins, il se montre. Mais c'est compliqué pour ces joueurs-là. Ouais, clairement. On enchaîne avec Joakim Noah, messieurs, à New York, qui lui aussi blessé, donc il fait partie du contingent malade ou des blessé, Français blessés, qui rate beaucoup de matchs finalement. Et son équipe va bien. Kyle O'Quinn fait un super relais. Dès qu'il joue, il est bon. Dès qu'il joue, il est bon. Ouais. Quand il fait des bons matchs, Kyle, il finit au Queen. Ok, passons. On l'a déjà dit, et son groupe préféré, tu sais que c'est. Ouais. Voilà. Ok, Joakim Noah. Steph, t'as un commentaire ou on enchaîne? On enchaîne sur Yann Miami. Alors, vas-y. Noah, c'est quand même un joueur important. Un match au-dessus des 10 points pour Joakim Noah, une production offensive famélique. Après, il nous a habitués à ça depuis 2 ans. Hein. Oui, il a fait des saisons à 9, 10 points. Là, il a 4 points de moyenne. Par contre, c'était en 1972, il est en passe 31% au lancer franc. C'est sûr que c'est compliqué en tirant comme ça. Et ouais, j'en attendais plus. Je pensais qu'il avait retrouvé tous les moyens. Ses ennuis de santé étaient mis derrière et je pensais qu'il allait être meilleur au niveau de la production offensive. On enchaîne avec Yann Miami qui n'a pas joué un match encore cette saison, toujours blessé, gros contrat à Washington. Gros contrat et il manque. Je pense qu'il manque au Wizards derrière Marcin Gortat, clairement. Début de saison très compliqué aussi pour ces Wizards. Et Yann Miami qui a été très bon avec les Pacers l'année dernière, j'ai hâte qu'il revienne sur le terrain. Marcin Gortat qui avait déclaré que le banc des Wizards était le pire de la ligue. Donc c'est bien pour mettre ses coéquipiers ça peut s'expliquer aussi par la blessure de Yann Miami. Et on enchaîne avec le petit genou, c'est le 11e français de la ligue, Timothée Luaou, donc, qui a été envoyé à Andy League avec Philadelphie, mais qui a joué aussi un peu, qui a fait ses premiers points NBA, qui a marqué ses premiers paniers. C'est bien, c'est quand même positif pour ce genre de joueur. Il prend des minutes dans une équipe qui est en train de devenir une vraie équipe de basket. Voilà, il est au bon endroit, je pense. Il est encore jeune, il apprend le métier, mais on sait qu'il a des qualités athlétiques, des qualités de basketteur qui lui permettront à terme d'avoir un vrai rôle dans cette équipe. Voilà, je pense qu'il est au bon endroit. Ouais, clairement. Oui, il est au bon endroit, dans une bonne équipe qui a un navire. Maintenant, on dit que c'est très bien, il va prendre des minutes, il va jouer, il va prendre la confiance, il va mettre des points. Et allez, Timothée, Lou. Voilà. Merci pour cette petite matinale consacrée aux Français. Nous, on va retourner manger la dindos avec mes amis. On va la découper. Un peu de dinde. Bon, merci, on va se quitter là-dessus. Bon week-end à tout le monde. Et à la semaine prochaine, salut. Incroyable, ils sont très lourds. Oh, putain.